Bonjour, cette seconde vidéo des thérapeutes sur la dépression est consacrée à son traitement. Elle comprendra deux parties, la première sur les traitements biologiques de la maladie, que j'aborderai dans un instant, et la seconde sur la psychothérapie de la dépression qui sera traitée par mes collègues. Les principaux traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la dépression, les principaux traitements biologiques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la dépression, sont les médicaments antidépresseurs, la sismothérapie et la stimulation magnétique transcrânienne. Le mécanisme d'action des médicaments antidépresseurs repose sur l'amélioration des transmissions synaptiques par les neuromédiateurs cérébraux à l'intérieur des zones chargées du contrôle et de la régulation des émotions. Cette amélioration peut se faire soit en augmentant les taux des neuromédiateurs dans les synapses, soit en agissant directement sur les récepteurs de ces neuromédiateurs. Les neuromédiateurs incriminés sont essentiellement la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Il existe trois grandes classes pharmacologiques d'antidépresseurs: les tricycliques ou imipraminiques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase ou IMAO et les antidépresseurs ciblant les neurones à sérotonine et ou dopamine et ou noradrénaline. Alors, ces antidépresseurs sont des médicaments très efficaces, mais ils comportent un certain nombre d'effets indésirables, essentiellement liés à leur action en périphérie, des effets digestifs, des effets cardiovasculaires, des effets sexuels et également des effets métaboliques avec un risque de prise de poids. En pratique, le choix de l'antidépresseur se fait en fonction des symptômes du patient, du profil du patient, des maladies associées, des comorbidités, de la maniabilité et de la tolérance de l'antidépresseur et des réponses antérieures aux médicaments antidépresseurs. Ce traitement antidépresseur de la dépression comporte plusieurs phases. Une première phase est une phase d'attaque qui dure de 6 à 12 semaines, sachant que les effets du traitement ne se manifestent qu'après 2 à 4 semaines. Cette phase est suivie d'une phase dite de consolidation qui vise à maintenir les acquis et à prévenir les rechutes et qui dure de 4 à 9 mois. En gros, le traitement d'un épisode dépressif doit durer environ 1 an. Quand le patient a déjà présenté au moins 2 épisodes dépressifs sévères, il est nécessaire de poursuivre en traitement d'entretien sur plusieurs années parfois afin d'éviter les récidives dépressives. On estime en moyenne qu'au bout de 8 semaines, un tiers des patients présentent une rémission complète, un tiers une rémission partielle et un tiers une absence de rémission. Le principe de la sismothérapie ou électroconvulsivothérapie ou électrochoc consiste à faire passer un courant électrique à travers le cerveau au moyen de 2 électrodes placées sur les tempes, et ce sous anesthésie générale et après induction d'une relaxation musculaire. À la vérité, le mécanisme intime d'action des électrochocs est mal connu, mais la technique consiste à provoquer une crise d'épilepsie généralisée d'environ 30 secondes. On fait en général 9 à 12 séances d'électrochocs pendant une durée de 4 à 6 semaines. Alors les électrochocs sont une méthode thérapeutique extrêmement efficace, mais qui comporte un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait de nécessiter une anesthésie générale et surtout la possibilité d'avoir pendant plusieurs mois des séquelles mnésiques, des troubles de la mémoire. En fait, c'est une méthode qui est réservée en première intention aux formes très graves de dépression, par exemple les mélancolies stuporeuses, les dépressions catatoniques ou les dépressions comportant un haut potentiel suicidaire. Comme pour les antidépresseurs, on peut bien sûr faire une phase d'attaque suivie d'une phase de consolidation ou d'une phase d'entretien. Par exemple, il y a des patients qui ont une séance d'électrochoc tous les mois. La stimulation magnétique transcrânienne, elle, son principe est d'induire une impulsion magnétique
sur le cerveau à travers le crâne au moyen d'une bobine. Il en résulte une variation rapide du flux magnétique qui va induire un champ électrique lequel va modifier l'activité des neurones présents dans le champ magnétique. La variation rapide du champ magnétique, au bout d'un certain seuil, va provoquer une dépolarisation neuronale qui va se propager de proche en proche le long des axones et à travers les synapses en s'atténuant avec la distance. À ce propos, il existe deux techniques de stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ou RTMS, et la stimulation magnétique transcrânienne profonde, ou D pour Deep TMS. Cette dernière permettant une stimulation plus en profondeur des zones concernées par la dépression dans le cerveau. En pratique, on réalise une stimulation du cortex dorsolatéral préfrontal gauche qui va permettre une inhibition des zones produisant les émotions négatives dans la dépression. Alors là encore, c'est une technique qu'on peut utiliser en traitement d'attaque, en traitement de consolidation, en traitement d'entretien. Son principal avantage, outre son efficacité, est le fait de ne pas nécessiter d'anesthésie générale et de ne pas induire les effets périphériques des antidépresseurs. Donc très peu d'effets indésirables, à l'exception, en début de traitement, de la possibilité de céphalée et de douleur au niveau des mâchoires. Alors, en pratique, quand un malade n'a pas répondu à un traitement antidépresseur, qu'est-ce qu'on fait? Soit on augmente la posologie de l'antidépresseur, la dose, soit on change d'antidépresseur pour une classe pharmacologique différente, soit on associe des médicaments antidépresseurs ayant des mécanismes différents d'action entre eux. On peut également associer à l'antidépresseur une stimulation magnétique transcrânienne profonde ou des électrochocs, sachant que les électrochocs sont la méthode à laquelle on a recours quand toutes les autres ont échoué en général. Alors également, il faut savoir que le traitement biologique est la plupart du temps associé à une psychoéducation. Pendant la phase d'attaque du traitement, la psychoéducation a pour but d'expliquer au patient, à sa famille, ce qu'est la dépression et comment agissent les traitements biologiques. Et pendant la phase de consolidation et d'entretien, elle vise surtout à assurer une bonne observance au traitement. En général, tout traitement biologique est plus efficace, et ça, de nombreuses études l'ont montré, lorsqu'il est associé à une psychothérapie que lorsqu'il est prescrit en monothérapie, et à l'inverse, les psychothérapies sont plus efficaces quand elles sont associées à des traitements biologiques que quand elles sont prescrites en monothérapie. Je vais donc maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont vous exposer quels sont les grands principes de la psychothérapie en matière de dépression. Merci, professeur Azorin. Donc, moi, je suis Marlène Bazin et donc je suis psychologue. Et je vais vous parler du coup des psychothérapies individuelles et faire une petite introduction sur les psychothérapies de groupe qui sont une petite introduction à ce que Estelle et Brigitte vont vous présenter par la suite. Le traitement biologique permet en effet de traiter et de soulager les symptômes invalidants, là où le traitement psychothérapeutique permet de comprendre les enjeux sous-jacents de ces symptômes. La thérapie est menée par un professionnel diplômé et dans un premier temps, il s'agit d'un espace d'accueil de la souffrance de l'individu, permettant par la suite d'interroger la maladie, le moment et les facteurs déclenchants, ainsi que les répercussions dans le quotidien. La psychothérapie individuelle est un espace de parole libre et sans jugement dans lequel le patient s'engage dans un travail avec le thérapeute. Donc, la psychothérapie, comme dispositif de soins, vise un allègement de la souffrance. Et pour ce faire, il y a deux grands types de psychothérapie individuelle, qui sont les suivantes. Donc, on a des thérapies brèves et ponctuelles qui permettent de traiter un symptôme invalidant ou une problématique bien précise au travers d'une technique plutôt directive. Et il y a la psychothérapie au long cours, qu'on appelle aussi une approche psychodynamique, qui comprend les symptômes, et donc ceux de la dépression notamment, comme étant le résultat d'un ensemble de causes et de déterminants.
Cette approche est non directive et permet également un traitement préventif des rechutes. On distingue également deux types de suivi individuel, celui qu'on peut trouver en libéral et celui qu'on trouve en institution. Donc il est possible de rencontrer un psychologue en libéral et certains pratiquent d'ailleurs le remboursement dans certaines régions test de France, notamment la région PACA. Donc celles-ci se font sur ordonnance d'un médecin généraliste et ils ne concernent pas tous les psychologues en libéral. Dans les cas des dépressions importantes, comme ce qu'a évoqué le professeur Azorin, la prise en soin en institution peut permettre un étayage supplémentaire qu'un suivi en libéral. L'institution propose et associe différentes modalités de soins. Comme on a entendu, il y a la DIP-TMS, il y a le suivi médical, donc médicamenteux, il y a un suivi psychologique et un suivi en groupe et en atelier thérapeutique. Dans les psychothérapies individuelles, il y a tout de même un cadre qui est posé avec le patient, à savoir l'approche qui est proposée par le professionnel, la confidentialité des séances, le caractère bienveillant de l'accueil de la parole, ce qui permet par la suite du coup de s'engager un peu plus dans une réflexion et un questionnement des symptômes et de la maladie. Et ça se fait, cette discussion du cadre avec le patient, en accord avec celui-ci, c'est important. Et ça se fait donc dans des entretiens qu'on appelle préliminaires. C'est des entretiens où on va voir si la rencontre entre le professionnel et le patient se passe. C'est un moment où on va déterminer combien de séances, éventuellement par semaine. Et dans le cadre du libéral, éventuellement le prix aussi des séances, puisque le prix aussi est quelque chose qui se discute en fonction de ce que le professionnel peut demander et ce que le patient peut aussi donner en fonction de ses revenus. Donc ça, c'est aussi le fruit d'un échange et d'une discussion qui, quelque part, encadre la poursuite du suivi. Et donc, dans le traitement, on va dire, de la dépression, on distingue aussi deux temps. Il y a ce qu'on appelle un moment aigu, c'est souvent ce moment-là qui pousse à la consultation, donc avec souvent des symptômes d'angoisse, d'anxiété, une grande tristesse, un repli, une grande solitude, ce qui parfois peut être masqué aussi par une sorte d'apathie et le fait de ne rien ressentir, et que dès que cette chose-là commence un peu à s'effriter, on arrive tout de suite à quelque chose de un peu plus sombre quand même. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments aigus, qu'il y a un risque de passage à l'acte quand même, avec une prédominance des idées suicidaires et morbides. Donc c'est souvent voilà, ce moment-là qui pousse à la consultation d'un médecin, d'un professionnel. Donc la visée thérapeutique dans cette phase aiguë est vraiment l'accueil de la détresse, la contenance du mal-être et de la souffrance et de l'étayage en fait de ce moment-là. Par la suite, il y a un second temps qui vient donc après cette phase aiguë, au moment du coup de la persistance après des affects dépressifs, et c'est à ce moment-là qu'on va un petit peu essayer d'interroger, de questionner ce qu'il y a de sous-jacent à ce moment de crise. Le traitement du coup au long cours, qui est proposé notamment par l'approche psychodynamique, c'est vraiment un traitement préventif des rechutes et qui s'associe à tous les autres traitements biologiques ou non biologiques qui ont été évoqués et qui vont être évoqués. Et donc il existe aussi des dispositifs de psychothérapie de groupe. Donc ça c'est mon deuxième point. Parfois il peut être difficile de rencontrer un professionnel dans le cadre d'une psychothérapie individuelle en face à face. Parce qu'il peut y avoir un caractère intimidant, on peut se sentir mal à l'aise, ça peut être difficile de parler de soi, de son intimité, des choses qu'on a vécues. Et dans ce cas-là, on peut proposer une psychothérapie de groupe. À savoir que les psychothérapies de groupe, elles sont quand même bien plus présentes en institution qu'en libéral. Et l'institution
permet d'accueillir des traitements, ou en tout cas des patients en dépression de façon un peu plus chronique quand même que les dépressions qui sont moins sévères et qui peuvent être traitées plutôt en libéral. Donc ce type de psychothérapie de groupe permet vraiment à l'individu de sortir de l'isolement. L'isolement, la solitude, c'est un des manifestations de la dépression. Et donc le fait de se retrouver en groupe permet à minima déjà de sortir de son isolement et d'avoir des contacts sociaux. Les échanges avec les autres membres du groupe permettent de prendre du recul sur sa situation et se confronter à des points de vue extérieurs et d'entendre des choses qui peuvent être soit à la fois similaires ou bien différentes de ce qu'on a vécu, et donc de prendre un peu de recul et de faire un pas de côté sur la solitude avec laquelle on traite tous les jours et ses pensées, ses ruminations, et donc de se décaler un peu de ça. En se confrontant au regard des autres, en se confiant sur ses souffrances, l'individu trouve progressivement des solutions et soulagement à sa vie quotidienne. Le thérapeute a dans ce dispositif une fonction de cadre et de régulation. Il vient réguler les échanges, interroger, mais à minima, et faire du lien en tout cas entre tout ce qui est dit. L'engagement ainsi que la confidentialité et le non-jugement de la psychothérapie individuelle s'appliquent évidemment dans le dispositif de groupe. On demande évidemment à ce qui se passe dans la séance du groupe reste confidentiel, et s'il y a besoin d'en parler avec un professionnel, que ça se fasse dans un cadre plutôt individuel. Les psychothérapies groupales peuvent se faire avec ou sans médiation. Par exemple, un groupe de parole, c'est un groupe thérapeutique sans médiation. La parole peut être une médiation, mais il y a d'autres types de groupes avec une médiation. On pensera par exemple au psychodrame, qui est une médiation qui utilise le théâtre comme le théâtre d'improvisation comme étant un outil thérapeutique. Et là, en fait, la médiation, c'est le jeu. On pense aussi au groupe de sens-image, de photolangage, qui utilisent la photo comme support à la parole. Et donc la médiation, dans ce cas-là, c'est la photo. Et donc en fait, ces médiations, elles permettent à la fois un support à la parole et en même temps une protection de l'intimité de la personne. Ça vient vraiment centrer la parole sur un objet en particulier. Donc ça vient un peu préserver l'espace intime de l'individu. Il y a d'autres types de médiation aussi qui utilisent notamment la production artistique. On pense à l'art-thérapie qui passe par la production manuelle. Et Estelle du coup et Brigitte vont vous parler d'autres types de médiation groupale aussi, comme la danse-thérapie qui donc utilise le corps. Mais je vais laisser du coup peut-être Estelle. Merci Marilyn. Moi je suis infirmière, donc j'utilise la danse effectivement comme le mouvement dansé comme un outil thérapeutique. L'idée c'est de passer par le corps quand c'est difficile de verbaliser, d'élaborer, quand les pensées négatives prennent toute la sphère de la personne, de développer un autre moyen de communication et un autre moyen d'accéder du coup à la thérapie aussi. On peut passer par le corps et par une méthode aussi artistique qui est la danse. C'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle est vraiment globale. Elle va à la fois prendre en charge le côté physique, le côté psychologique et le côté social. Ce sont des dimensions, on a vu dans la dépression où il y a un impact important. Déjà physiquement, reprendre contact avec son corps, c'est très important. Retrouver de l'énergie, retrouver un élan vital qui fait défaut dans la dépression. Et de remettre du mouvement, ça remet un élan, ça remet quelque chose de positif. La personne aussi, sans vraiment faire d'effort, fait un effort physique, fait un effort physique en se faisant plaisir, puisqu'on utilise
une musique, différentes danses. Et finalement, c'est se faire plaisir et faire du sport en même temps. Donc, on retrouve du souffle, ça permet aussi de détendre vraiment toutes les parties contractées dans le corps, retrouver de la souplesse, fluidifier vraiment le corps, décoincer, ce qui est difficile dans la maladie, hein, vraiment on est contracté, tout est un peu bloqué, donc c'est retrouver un peu son corps, retrouver son ressenti, retrouver aussi du coup la légèreté. La maladie, elle pèse beaucoup dans le corps, voilà. Souvent c'est difficile, il y a une mauvaise perception aussi de son corps, beaucoup de personnes grossissent, ont du mal à reprendre vraiment confiance dans ce corps qui est quand même souvent maltraité en quelque sorte quand on est malade, hein, surtout dans la dépression. Donc retrouver voilà, un élan, de l'énergie et reprendre contact avec ce corps. Ça permet aussi un renforcement musculaire, un renforcement cardiaque. Enfin voilà, grâce à la danse finalement, on redynamise ce corps qui est laissé de côté souvent. Voilà. Reprendre confiance avec son corps, c'est reprendre confiance aussi avec soi, retrouver du bien-être. En laissant le mouvement agir, ça permet de la détente, ça permet de lâcher prise. Ça permet de retrouver un espace de liberté aussi, hein, lâcher un petit peu les symptômes, se sentir dans un mieux-être, déjà, reprendre un petit peu contact avec soi. Il y a des bénéfices aussi vraiment sur la concentration, sur la mémoire. Apprendre des pas, reprendre une petite chorégraphie, permet un petit peu de redynamiser les capacités cognitives. Vraiment, on produit quelque chose, donc on dynamise. C'est aussi rejouer quelque part un petit peu dans un espace contenant, hein, bienveillant bien sûr. On peut rejouer des expériences traumatiques, mais sous une autre forme et dans un contexte contenant. Ça permet un petit peu de se réparer. On va utiliser plein de symboles dans les ateliers de danse-thérapie. On va pouvoir rejouer des problématiques d'abandon, des problématiques... on peut vraiment tout aborder à travers cette médiation et c'est moins difficile quelquefois qu'en psychothérapie classique où des fois ça peut être un peu lourd d'aborder certaines souffrances. Là on utilise le jeu, on utilise vraiment la médiation, du coup c'est moins difficile. Enfin ça peut l'être un peu moins. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que parfois des patients qui refusaient une psychothérapie individuelle, par le plaisir retrouvé dans les médiations corporelles, peuvent se sentir après en capacité de pouvoir aborder certaines choses en individuel aussi. Tout à fait, c'est très complémentaire. En fait, il y a des choses bien sûr qui ressortent après. Hein, il y a une libération des émotions, une libération des angoisses aussi. Et ça permet aussi, pourquoi pas, on peut souvent travailler ensemble. Hein, après en psychothérapie plus classique, il y a la parole qui se libère, vraiment. Ça permet d'être repris ensuite, et c'est très intéressant. C'est vraiment une vraie médiation. Hein. Et l'idée aussi, c'est de retrouver une place aussi dans la société, d'être valorisé dans un groupe, prendre sa place. C'est reprendre confiance et pouvoir se reprojeter ensuite, quoi. On peut enfin peut-être... retrouver une autonomie, renouer une capacité d'être en société. Et voilà, c'est très global. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très global et qui est très bénéfique souvent. Voilà, quand la personne s'investit vraiment, il y a vraiment un impact à tout niveau. C'est un effet vraiment valorisant et réparation narcissique, une réelle réparation narcissique, quand ça se passe bien. Mais Brigitte aussi, tu abordes aussi c'est autrement. Voilà. Je suis Brigitte, aide-soignante. Voilà, ça sera plus facile. Et je propose des séances de sophrologie depuis quelques années.
Et puis au vu un petit peu de ce que témoigne Estelle, effectivement la sophrologie va prendre en compte la notion de corporalité. On va proposer à tout un chacun de reprendre conscience par cette sophrologie de ses propres valeurs, de ses propres ressources, de ses propres capacités. Donc le corps est important. Ce corps fait de matière, de lourdeur, mais de légèreté. Et immanquablement d'aller revisiter aussi cette notion d'esprit, impalpable mais tellement important, puisque quand on est à supporter, à vivre une dépression, on est seul, on souffre, on se sent replié sur soi-même, on n'a plus du tout confiance, rien ne va, il n'y a pas du tout d'avenir proche ou même dans la quotidienneté. Donc la sophrologie permet effectivement de reprendre un contact avec ses ressources, ses potentialités. On vise à relâcher les tensions musculaires, ça c'est très important. Au cours des séances, on relâche également les tensions avec des exercices de respiration, puisque là la respiration est très importante. Et puis ensuite, il y a une notion de visualisation positive qui est très importante aussi, que l'on va mettre en route, que les patients expérimentent dans le silence, dans une approche complète. Et puis on prend en général des petits temps de silence après ce parcours de relâchement musculaire, de relâchement de tension, de respiration que l'on réapprivoise. Et cette visualisation positive immanquablement va amener comme une sorte de petite graine qui s'installe au fond de chaque cellule, au fond de chacun et de chacune. Et immanquablement, à la fin de chaque séance, il y a comme une sorte de libération, d'assouplissement, de légèreté. La parole, effectivement, se fait beaucoup plus facilement. Et il y a souvent des étonnements sur cette pratique comme ça de relâchement du corps. L'esprit s'allège, le mental se calme immanquablement. Donc on peut approcher effectivement par toutes ces visualisations positives, symboliques, une reprise de confiance de soi sur la vie de tous les jours, sur un projet que l'on peut mener doucement, à bien, petit à petit, sur la reprise de contact avec l'autre, avec le groupe, la reprise de confiance dans la parole, et se reconstruire, se reconquérir par cette notion de corps qui est importante, dont il faut s'occuper, qu'il faut soigner, qu'il faut amener avec de la bienveillance dans une amélioration. C'est un long cheminement de reconquête de soi, du corps et de l'esprit. C'est une belle aventure que l'on partage. Effectivement, le groupe donne aussi une dynamique, puisqu'on se reconnaît, on échange, on partage de l'intime, du respect, on s'ouvre, on est honnête et on partage beaucoup de positifs. Au début de la séance, on pose un peu ses poids, ses fardeaux, le côté compliqué de la dépression qui bloque, qui inhibe, et puis au fur et à mesure que l'on reprend contact avec ce corps qui se relâche, qui respire mieux, cet esprit qui va se nourrir d'une belle image, d'une valeur que l'on remet en route, une valeur humaine, bien quand on ressort de la séance, on est un petit peu autre, mais par la propre faculté d'avoir recontacté ses ressources. Voilà, c'est une belle discipline de reconquête, de réapprendre à vivre avec soi, son corps, son esprit, et d'ensemencer un petit peu son chemin de vie, son parcours, et de reprendre confiance. Voilà, c'est vraiment une belle discipline psychocorporelle qui fait aussi un beau parcours, qui peut être aussi relié avec le mouvement, avec cette parole si précieuse que tu proposes. Et ce sont de belles médiations pour approcher la dépression et pour garder confiance et se dire que tout est possible.
autant avec l'approche du professeur Azorin, qui est essentielle, bien sûr, avec cette approche médicamenteuse et l'approche de ce psychisme à soigner, le corps, la parole. C'est un beau voyage, une belle aventure que l'on peut se proposer par rapport à l'autre qui amène sa dépression. Et on peut cheminer les uns les autres, vraiment. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles, à la fois sur les méthodes thérapeutiques qui sont aujourd'hui utilisées pour traiter la dépression, mais également sur les principes généraux du soin dans cette pathologie qui est une pathologie grave et qui, comme on l'a dit, compromet l'identité et l'avenir de la personne. Merci beaucoup.